Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur la représentation des violences sexuelles dans la littérature. Donc si vous n'avez pas vu la première partie de la vidéo, je vous l'affiche ici. Et je vous invite vraiment à regarder la première partie pour comprendre la deuxième parce que j'ai séparé les sujets en deux vidéos. Donc dans la première vidéo, on a vu comment l'acte en lui-même était représenté dans la littérature. Ensuite, on avait le rapport au corps après l'acte. Et enfin, on avait la culpabilité et la honte que subissait la victime. Dans cette vidéo, je fais toute une introduction pour expliquer. Donc vraiment, c'est assez important. Si vous n'avez pas vu la première partie de la vidéo, je vous conseille d'aller la regarder. Donc dans cette deuxième partie de vidéo, on va parler des 3 derniers points. L'impact sur les relations amoureuses et sexuelles après l'agression, l'hypersexualité, que j'ai appelé hypersexualisation dans la première vidéo, petite erreur de ma part, qui elle n'est présente que dans 2 livres, et enfin comment la guérison est représentée dans la littérature. Donc sans plus tarder, on va commencer par l'impact sur les relations sexuelles et amoureuses après l'agression. Donc le point commun qu'on va trouver dans tous les livres, ou dans toutes les représentations en tout cas que j'ai vues, c'est la reviviscence traumatique de l'acte pendant l'acte intime avec une autre personne, où cette fois-ci c'est consenti. Donc la reviviscence traumatique, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, selon le Wiktionnaire, c'est une répétition ou une réapparition d'un souvenir traumatique. Donc la reviviscence traumatique n'est absolument pas rare chez les victimes de viol ou d'abus sexuels, c'est même assez commun. C'est un des symptômes principaux du stress post-traumatique et il est extrêmement bien représenté dans toutes ces représentations des violences sexuelles. Par exemple, dans les recueils de poèmes de Rupi Kaur, celle-ci va exprimer un sentiment de peur de l'intimité, d'une peur de l'autre et d'une peur que la personne en face soit son agresseur, car elle a été agressée en étant petite par un proche à elle, et donc elle va avoir vraiment cette peur d'être à nouveau intime, mais cette fois-ci, même si c'est consenti, elle va avoir peur qu'en face ce ne soit plus celui qu'elle a choisi, mais que ce soit à nouveau son agresseur. Elle exprime aussi le fait d'avoir peur de se sentir sale et honteuse, comme quand elle était petite, où elle exprimait le fait que ses orgasmes involontaires ou le fait qu'elle ait été touchée sans son consentement la faisait se sentir sale et honteuse, et elle a peur que ça se reproduise ici, alors que c'est consenti. Dans Nos plus belles années de Clara Hérault, Jade, la protagoniste, va avoir un flashback de son agression lorsqu'elle a un baiser consenti avec son petit ami Paul. Elle le dit elle-même pendant un instant, ce n'est plus Paul qui l'embrasse, mais Léo, celui qui l'a agressé. Les flashbacks ne sont absolument pas rares non plus chez les victimes d'abus sexuels ou de viols, ils sont même assez récurrents durant une expérience sexuelle consentie avec une nouvelle personne. Un mot, un geste, un toucher peut déclencher ce flashback et des souvenirs traumatiques. Par exemple, dans La nuit où les étoiles se sont éteintes, lorsque le personnage principal, Finn, se masturbe, il pense aux gémissements d'une ancienne conquête et ces gémissements se mélangent avec les gémissements de l'homme qui l'a abusé. Et lors d'un rapport sexuel avec son petit ami Nate, ces touchés, ces mots, ces actes ne sont plus ceux consentis de Nate, mais ceux de son agresseur Hunter qui l'a violé et abusé quelques années auparavant. Il parle de souvenirs qui se sont déclenchés contre son gré. Ces images lui déclenchent une crise d'angoisse durant l'acte, ce qui fait que Nate s'arrête. Les crises d'angoisse ne sont pas non plus rares chez les personnes qui retentent à nouveau d'avoir un rapport à l'intimité après avoir été abusées. Finn n'arrive plus à respirer et à penser à autre chose qu'à Hunter, son agresseur, et aux agressions qu'il a subies durant son adolescence et aux mots qu'Hunter lui a dit pendant qu'il se faisait abuser. C'est de la même manière que Eden, dans The Way I Am Now, va expérimenter lors de sa première relation sexuelle avec son nouveau petit ami Steven. Un geste que Steven va faire, lui tenir les poignets, va déclencher une sorte de crise d'angoisse et de dissociation durant l'acte. Elle se retrouve paralysée et revit le viol qu'elle a vécu à ses 14 ans par Kevin. Elle sent des gestes et entend certaines paroles qui n'arrivent pas, qui ne sont que dans sa tête, mais qui sont des gestes et des paroles que Kevin lui a fait subir lors de son viol. Ou même plus simplement, sans directement aller dans les relations sexuelles et intimes, dans The Way I Used to Be, Eden a un flashback lors d'un rendez-vous amoureux avec Steven, alors qu'il ne se passe rien de plus que de se tenir la main. Le fait d'avoir un rapport, un contact avec un autre homme de manière intime, amoureuse ou sexuelle déclenche
ses traumatismes, déclenche ses flashbacks, déclenche ses souvenirs traumatiques et une sensation de dissociation et de paralysie. J'ai trouvé un point très intéressant dans La nuit où les étoiles se sont éteintes, c'est son rapport aux relations amoureuses. En effet, Finn a jusqu'ici toujours été attiré par des femmes, mais un jour Nate arrive dans sa vie et il refuse d'admettre qu'il est attiré par un autre homme. Et pourquoi ? Tout simplement parce que son agresseur, Hunter, était également un homme. Il associe inconsciemment les abus et les viols qu'il a subis aux hommes et ça l'empêche de vivre sa sexualité pleinement et librement. Il ne supporte pas l'idée d'être amoureux d'un homme, attention, il n'est pas du tout homophobe, il le dit lui-même, c'est juste que lui refuse d'admettre qu'il peut être attiré par quelqu'un du même genre que lui. Et encore une fois, c'est un mécanisme de défense qui n'est absolument pas rare chez les personnes victimes de viol, que ce soit par un homme ou par une femme. Les personnes victimes d'abus sexuels ou de viol peuvent ressentir une peur envers un genre entier, que ce soit les hommes ou les femmes, car leur agresseur portait ce genre. Et donc ces personnes vont avoir peur de l'amour ou de l'intimité avec les personnes de ce genre. Mais on a également un autre aspect des relations amoureuses et sexuelles après l'acte, c'est cet aspect d'espoir. Par exemple, dans Lait et miel de Rupi Kaur, elle explique clairement qu'elle a l'espoir de ressentir une relation amoureuse, douce, consentie, respectueuse, avec un partenaire qui la respectera dans sa sexualité et qui l'aimera pour ce qu'elle est, sans avoir peur de ce qu'elle a subi dans son passé. Et on a une approche un peu similaire dans Nos plus belles années, où Jade aimerait que son petit ami Paul lui fasse oublier, ça c'est un terme qui est très important, c'est elle aimerait oublier qu'elle a été agressée par un autre homme, par Léo. Elle aimerait que Paul lui fasse oublier les lèvres, les mains qui ont touché son corps, les mots que Léo a prononcés ce soir-là, en lui montrant ce qu'est le consentement et à quoi ressemble une personne qui tient réellement à elle. Et d'une manière similaire mais en même temps différente dans Rita, qui elle utilise la métaphore du phénix qui renaît de ses cendres lorsqu'elle retrouve son petit ami Vigo, lorsqu'elle l'embrasse ou lorsqu'elle le touche, elle a l'impression de redevenir la Rita qu'elle était avant de se prostituer. Il lui fait oublier, sans le faire exprès, mais les mains, les mots, les odeurs que portaient ces hommes lorsqu'ils ont abusé d'elle et de sa situation. Donc on peut voir que les relations sexuelles et amoureuses après l'agression avec des personnes consenties sont montrées de plusieurs manières différentes, évidemment d'une manière traumatisante car c'est une réalité, les personnes après avoir subi un viol ou une agression sexuelle ont plus de difficultés à avoir une intimité normale, sans peur, mais elle est également montrée de manière salvatrice pour la victime où ça va être une sorte de porte d'entrée vers la guérison. Donc maintenant, on va passer au prochain point qui est l'hypersexualité, mais avant je vais faire un petit point sur ce que c'est. Donc selon le quotidien du médecin.fr, l'hypersexualité est définie par une fréquence excessive, croissante et non contrôlée du comportement sexuel dont les conséquences sont négatives pour le sujet qui en est atteint. J'ai fait qu'une seule année de faculté de psychologie dans ma vie, mais j'ai vu que c'était une réponse possible à une victime ayant subi des viols. Et je trouvais ça important d'en parler, surtout qu'il y a 2 livres qui en parlent. Donc ces 2 livres sont Vers la beauté et The Way I Used to Be. J'aurais également pu mettre La nuit où les étoiles se sont éteintes, mais je trouve que c'était pas assez explicite. On comprend que Finn a une sexualité assez libre, et on n'est pas là pour juger, mais qu'il a beaucoup de conquêtes. Mais c'est pas assez clair que c'est lié à son traumatisme pour que je le mette dans la liste. Il n'y a que donc dans Vers la beauté et The Way I Used to Be que ce mécanisme est clairement explicité comme un mécanisme de défense de la part des victimes. Et évidemment, petit point, on n'est pas là pour juger les trains de vie des gens. Il y a énormément de personnes qui ont beaucoup d'aventures sans lendemain et qui n'ont pas subi d'agression sexuelle. Mais ici, l'important, c'est de montrer que cette hypersexualité est une réponse au viol que ces personnes ont subi. C'est pas un train de vie, c'est pas une vision sexuelle que ces personnes ont. C'est un moyen de gérer le traumatisme qu'elles ont vécu. Par exemple, Eden le dit très clairement, dans ses relations sans lendemain, elle ne ressent aucun plaisir sexuel. Elle dit que c'est uniquement pour ressentir cette dissociation, ce sentiment de déconnexion durant l'acte qu'elle fait tout ça. Elle explique qu'elle se déconnecte de ses pensées, de son corps pendant quelques minutes et que ça lui fait un bien fou.
Elle se déconnecte de son corps qui avait l'impression ne lui appartenait plus, mais en faisant tous ces actes, elle a l'impression de reprendre un peu le contrôle de son corps, de s'abandonner, même si c'est que le temps d'une soirée. Ces courts moments d'intimité intense avec des inconnus, sans lendemain, sans vraiment de pression, lui redonnent cette insouciance qu'elle avait perdue à ses 14 ans, car on lui a volé. Et dans Vers la beauté, Camille, elle, après son agression, a une sexualité et une libido très intense avec d'abord son partenaire, pour, selon ses termes, remplir son esprit d'images sexuelles et pour lui faire oublier les images qu'on lui a imposées en la violant. Parce que son esprit repasse ces images encore et elle essaye d'en inscrire de nouvelles en ayant des relations répétées, très souvent avec son partenaire. Et lorsque son partenaire ne supporte plus cette dynamique, car elle se sent comme utilisée, comme un objet, elle se trouve d'autres partenaires le temps d'une nuit, pour satisfaire son besoin et désir d'oublier. Le point commun entre ces deux représentations de l'hypersexualité, c'est que les proches ne reconnaissent pas ce comportement chez les protagonistes. Dans Vers la beauté, le petit ami de Camille se rappelait d'une fille assez timide, prenant son temps, étant assez patiente avec ce genre de choses. Et là, du jour au lendemain, elle lui propose de venir dans sa chambre et c'est comme ça que leur relation a commencé. Et par la suite, comme on a vu, elle va être très intense avec ce désir d'avoir des relations sexuelles récurrentes. Ce qui est très différent de la Camille qu'il a connue. Et dans The Way I Used to Be, Mara, la meilleure amie de Eden, va au départ s'inquiéter pour elle. Effectivement, coucher avec des inconnus, surtout lorsqu'on est jeune, a son lot de dangers. Et elle ne reconnaît pas Eden qui, plus jeune, était une romantique qui souhaitait trouver un petit ami, se poser et rêver un peu du prince charmant. Elle ne reconnaît plus l'insouciance et l'innocence d'Eden dans ce comportement, ce qui va justement mener à une dispute et une séparation entre les deux meilleurs amis. Maintenant, on va passer à la troisième et dernière partie de cette vidéo, mais la plus longue, c'est comment la guérison est représentée dans toutes ses œuvres littéraires. Donc la représentation de la guérison dans ces livres se représente de manière très différente. Je l'ai regroupée en 5 points, mais le point commun entre toutes ces manières, c'est que elles durent sur le long terme. Ça ne se passe pas du jour au lendemain, il n'y a pas une potion magique qui fait que du jour au lendemain ces personnes sont guéries et n'ont plus aucune trace de leur traumatisme. C'est qu'à chaque fois c'est un processus très long, douloureux, mais qui fonctionne. Donc comme je disais un peu plus tôt, j'ai regroupé en 5 points les manières de guérison démontrées dans ces livres. Et le premier dont je vais parler, c'est la thérapie. Donc la thérapie est notamment mentionnée dans Vers la beauté, où Camille va voir une psychologue et suivre une thérapie pour guérir de ce traumatisme qui la change tous les jours. Mais grâce à cette psychologue, elle va réussir à s'affirmer à nouveau, à ressentir et à vivre comme elle arrivait à le faire auparavant. Sa psychologue lui conseille d'écrire dans un carnet ses sentiments, et elle le dit elle-même, c'est très long, c'est très douloureux, mais ça fonctionne. Elle arrive petit à petit à redevenir la fille qui elle était avant le viol qu'elle a subi, c'est-à-dire une fille forte qui disait tout ce que tout le monde pense tout bas, qui s'affirmait, qui avait du caractère. On a aussi cette représentation de la thérapie dans The Way I Am Now, mais c'est pas assez mentionné pour en faire un point à part entière. Mais c'est bon de noter que Eden voit une psychologue et prend des médicaments pour gérer ses angoisses et la dépression qu'elle subit après ça. Et sa psychologue l'aide pour gérer le procès, le traumatisme qu'elle subit, etc. Le deuxième point que j'ai mentionné, c'est résister. Rupi Kaur, dans ses 2 livres, va montrer que après ses agressions, elle va imposer ses limites dans ses relations amoureuses et sexuelles. Ça va lui permettre de guérir, elle s'éloigne des gens et des lieux qui l'ont empoisonnée. Elle impose ses limites par rapport aux hommes qui touchent son corps. Elle s'affirme et elle reprend possession de ce qu'on lui a volé. Elle explique également qu'elle ne se considère pas comme une victime, mais comme une guerrière, une combattante, une survivante, et que sa vie lui appartient et qu'elle décide d'en reprendre le contrôle, qu'elle décide de reprendre action dans la vie où elle était devenue spectatrice pendant quelques années. De la même manière, dans Rita, la protagoniste explique qu'elle se bat tous les jours de sa vie pour résister, qu'elle souhaite être la voix des femmes qui n'ont pas ou n'ont plus la possibilité de parler et qui ont été contraintes ou obligées de se prostituer pour survivre. Elle explique qu'elle n'a pas honte de ce qu'elle a dû faire, en tout cas elle n'a plus honte, et que ce n'est pas à elle d'avoir honte, mais à ces hommes de pouvoir qui ont abusé de sa jeunesse, de son innocence, de sa situation financière.
et qui en sont sortis sans conséquence. Et dans The Way I Am Now, Eden arrive à retrouver des parts de son passé qui avaient disparu pendant ses années d'autodestruction. Par exemple, elle va se remettre à jouer de la clarinette qui était sa passion durant toutes ces années au collège, mais qu'elle a subitement arrêtée car elle s'était faite violer. Également, au tribunal, elle va s'affirmer face à l'avocat de son violeur et son violeur lui-même, qui vont essayer de décrédibiliser son accusation en disant qu'elle n'a pas dit non. Et elle va s'affirmer en répétant plusieurs fois que la question ne lui a jamais été posée et qu'elle ne peut pas répondre à une question qu'on ne lui a pas posée. Troisièmement, on a un point que j'ai trouvé seulement dans un seul livre, c'est l'identification que j'ai trouvé dans Rita. Donc comme je l'avais expliqué dans la première vidéo, Rita c'est un point un petit peu particulier puisque ça parle de la prostitution de mineurs et la manière dont elle va réussir à guérir et à s'en sortir est encore plus particulière, mais je trouve qu'elle est néanmoins importante. Un jour, Rita va dans la bibliothèque de son lycée pour un exposé et trouve des livres de Griselidis Real car elle souhaitait mener un exposé sur la prostitution. Donc petit point sur Griselidis Real, c'est une écrivaine et une artiste peintre suisse s'étant prostituée pour nourrir ses enfants et survivre. Elle écrira et militantera pour les droits et la dignité des femmes prostituées jusqu'en 1995. Et Rita s'identifiera à elle, à sa situation et à ses poèmes. Et elle a cette impression d'être comprise, d'être entendue, d'être soutenue, ce qui lui permettra de ne pas avoir honte d'elle-même et de continuer de se battre tous les jours. Le quatrième point que j'ai trouvé dans cette partie de la guérison, c'est l'amour pour guérir. Un des exemples les plus parlants et les plus touchants, je trouve, c'est dans La nuit où les étoiles se sont éteintes, où Finn, lorsqu'il accepte son attirance pour les hommes, et sa relation avec Nate l'autorise à ne plus avoir peur des hommes, de l'intimité avec des hommes et de l'amour en général. Il n'a plus peur d'être touché ou embrassé par Nate parce qu'il sait que Nate n'est pas son agresseur. Cette relation lui donne l'envie de ne plus avoir peur et de se laisser vivre l'amour, de se laisser être aimé et avoir une vie sexuelle normale. Ensuite, dans la duologie donc de Amber Smith, The Way I Used to Be et The Way I Am Now, la relation que Eden a avec Josh va être un gros point pour l'aider à guérir. Elle ressent de l'amour dans une relation sexuelle pour la première fois. Josh est patient et doux avec elle, il ne la brusque jamais et il devient, selon ses termes, son ancre dans ce monde qui était jusqu'alors douloureux et instable. Josh devient une source de sécurité pour Eden. C'est l'un des seuls hommes en quels elle a entièrement confiance, à part les hommes de sa famille. Et elle arrive enfin à réciproquer le « je t'aime » que Josh lui a dit dans le tome 1, mais auquel elle n'avait jamais réussi à répondre jusqu'alors. Ça montre qu'elle a fait un grand pas et qu'elle accepte enfin l'amour, qu'elle accepte d'être aimée, d'être respectée, autant dans une relation amoureuse que sexuelle. Parce que comme on l'a vu dans la partie sur l'hypersexualité, Eden a eu plein de partenaires sexuels, mais aucun ne montrait vraiment d'amour. C'était des coups d'un soir, auxquels le lendemain, elle ne connaissait pas la prénom des plupart d'entre eux. Alors que là, Josh va montrer de l'amour et elle acceptera de se sentir aimée et de donner cet amour en retour. Et enfin, le cinquième et dernier point de la guérison, c'est conscientiser, accepter et valider la douleur. Dans Nos plus belles années et The Way I Used to Be, la verbalisation du viol qu'ont subi les protagonistes est une vraie libération pour elles. Jade, dans Nos plus belles années, accepte et conscientise enfin le fait qu'elle a été violée, ce qu'elle a toujours essayé de nier et de refouler jusqu'ici. Et ses amis qui la soutiennent et qui lui font comprendre que oui, elle a été violée, vont être un vrai soutien pour elle dans ce passage vers la guérison et l'acceptation de ce qui lui est arrivé. Et dans The Way I Used to Be, le fait que lorsque la policière lui demande si elle a été violée par Kevin devient une source de soulagement pour elle, parce que jusqu'ici, personne n'avait envisagé cette éventualité. Tout le monde défendait Kevin en disant que c'était impossible que cet homme soit un violeur parce qu'il venait à tous leurs anniversaires et puis tout le monde le connaît, Kevin c'est un mec sympa. Mais là, c'est la première personne qui se dit que peut-être Kevin n'est pas celui que les gens pensent qu'il est. Et cette policière demandant à Eden si Kevin a abusé d'elle est une source de soulagement et de libération à la fois. C'est grâce à cette confrontation que Eden va s'ouvrir à Josh, qui à ce moment-là de l'histoire est son ancien petit ami.
Elle le verbalise à la confiance en qui elle a le plus confiance, Josh, qui lui aussi sera un soutien pour elle, qui la croira directement, qui s'inquiétera pour elle et montrera une dose d'amour et d'affection que jusqu'alors elle n'avait plus reçue, que ce soit de la part d'amis, de la famille ou d'un partenaire. Et il arrive à lui montrer qu'elle n'est pas seule dans ce combat et dans cette guérison et qu'il sera là tout le long du chemin pour elle. Donc dans tous ces cas, les viols et les abus qu'ont subis les protagonistes deviennent forcément une douleur et un traumatisme immense qui les marquera à vie, mais la partie de la guérison montre aussi que cette douleur peut devenir un combat et une voie pour celles et ceux qui n'en ont plus ou qui ne l'ont pas encore trouvé. Donc voilà, les deux parties de cette vidéo sont terminées sur la représentation des violences sexuelles dans la littérature. J'ai essayé d'être la plus précise et détaillée possible dans mes exemples, dans mes définitions, mais il est fort possible que j'ai oublié énormément de points. Il y a un livre que j'ai terminé il n'y a pas longtemps, Ashes Falling for the Sky, que j'aurais pu mettre dans cette vidéo, mais je ne l'avais pas lu au moment du script. Mais il aurait tout autant mérité sa place ici. J'aurais pu aussi parler de The Love Hypothesis, qui lui parle plutôt des agressions sexuelles dans le milieu du travail, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait assez de détails et de contenu. C'était plus un élément secondaire dans le plot pour l'inclure dans la vidéo, même si ça aurait été très intéressant de développer dessus. Donc je rappelle encore une fois que si jamais vous êtes victime de violences sexuelles et que vous avez besoin d'aide, il y a des numéros qui sont affichés ici et dans la description pour vous aider. Vous n'êtes pas seul et ce n'est absolument pas de votre faute. Il y a des organismes qui sont là pour vous aider, donc n'hésitez pas à les contacter, ce n'est pas une honte, et vous pouvez et vous allez vous en sortir. Et j'aimerais terminer cette vidéo par un poème de Rupi Kaur que j'ai trouvé particulièrement juste et touchant sur les victimes de viol. Je sais que c'est dur, crois-moi, je sais que tu as l'impression que demain ne viendra jamais et qu'aujourd'hui sera la journée la plus difficile à traverser. Mais je te jure que tu la traverseras, la douleur passera, comme elle le fait toujours, si tu lui donnes du temps et la laisses être, la laisses s'en aller lentement, comme une promesse rompue, la laisses partir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que les prochaines vous plairont tout autant. On se dit à une prochaine fois. Bye!